À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. D'un côté, il y a l'Union européenne qui tente de renvoyer les migrants arrivant de Turquie. De l'autre, il y a le pape François qui va les voir, les rencontrer, ces migrants, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Ça se passera demain sur l'île grecque de Lesbos. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, qui est un club de réflexion pro-européen. Une première question de Virginie sur europe1.fr. Que va faire le pape là-bas? Est-ce que c'est de la politique? C'est de la morale. C'est le rappel de grands principes. Ce n'est pas une autorité politique en dehors du Vatican. Le pape, c'est surtout une autorité morale et spirituelle. Je crois qu'il va faire un voyage humanitaire, c'est ce qu'a dit le Vatican. Je crois aussi un voyage à dimension identitaire. Il va rencontrer des demandeurs d'asile à Lesbos, en rappelant que ce sont des victimes et non pas des menaces. Or, nous savons que beaucoup d'Européens les perçoivent comme des menaces. Et puis, il va exhorter les Européens à revenir peut-être à ce qui fait leur identité, et notamment chrétienne, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aussi rencontrer des habitants de Lesbos à Mytilène, qui, eux, se montrent solidaires. Au fond, le paradoxe de la visite du pape, c'est qu'il se rend sur une petite île pauvre, Lesbos, comme il s'était rendu à l'été 2013 sur une autre petite île pauvre, à Lampedusa. Mais ce qu'il veut rappeler aux Européens, c'est que l'Europe n'est pas une petite île pauvre. Elle ressemble plus à l'Allemagne, l'Europe grande. Donc là, il fait de la riche. politique quand même. Il sait que l'image va être Tout forte. ça est Il sait qu'elle va subliminal, bien obliger sûr. les dirigeants européens à se positionner à un moment. Mais il l'en fait sans rentrer, je crois, dans le détail de l'accord, notamment avec la Turquie, de ce qui se passe en Grèce, dans la technique. Il va rappeler, lui, les grands principes. C'est son rôle. Il faut rappeler que le pape est lui-même un petit-fils de migrants italiens arrivés en Argentine. Absolument. Et donc le premier pape en même temps non-européen de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il porte sur les Européens un regard extérieur parfois un peu désolé et souvent sévère. Et cette visite, justement, elle peut assouplir la politique des pays européens, notamment les plus catholiques? Alors, il faudrait le souhaiter si on se situe dans l'optique du pape. En Europe centrale, notamment, il y a un nombre important de catholiques, surtout en Pologne d'ailleurs. Il a moins d'influence en Pologne que n'en avait Jean-Paul II, naturellement. Mais je crois qu'au-delà de la Pologne, en Italie, en France aussi, qui est un pays dont beaucoup revendiquent les racines chrétiennes, le pape a espoir qu'effectivement, il montre un exemple. Le côté, je dirais, lumineux du christianisme et pas son côté obscur. J'ai peur que malgré tout, en Pologne, parce que le catholicisme de ce pays est un catholicisme ancré dans la nation, avec une crainte, et au-delà de la Pologne, de l'islam, parce que c'est ça le sujet. Les migrants, les demandeurs d'asile sont pour beaucoup musulmans. Le raidissement soit si prononcé que ça va être très difficile d'infléchir les choses. Alors tout ça sur le fond de l'accord qui a été signé à Bruxelles avec les Turcs le 18 mars. Il prévoyait le retour en Turquie des migrants venant en Grèce. On en est où? Ça fonctionne pas? Ça marche, ce système? Les migrants qui sont en Grèce reviennent en Turquie. La Turquie renvoie des migrants qui ont fait une demande en Europe dans une limite de 72 000. Ça marche ou pas, ça? Ça commence à se mettre en place. Là, on quitte vraiment le terrain de la morale pour aller vers celui de la réelle politique. Un chiffre, parce que c'est pour ça, c'est un plan d'action, mais c'est surtout un plan de communication. Faire baisser les arrivées en Europe, les mettre sous contrôle, non pas les arrêter, mais les mettre sous contrôle. Un chiffre en Allemagne, 120 000 arrivées en janvier, 60 000 en février, 20 000 en mars. Donc si on se situe de ce point de vue-là, on pourrait dire ça marche pour l'instant, parce qu'aussi, les demandeurs d'asile, les migrants peuvent passer ailleurs. Si la frontière est effectivement mieux contrôlée, ils peuvent aller notamment en Libye. Il y a des craintes côté italien. Mais concrètement, cet accord prévoyait que les Grecs puissent renvoyer vers la Turquie un certain nombre de demandeurs d'asile, enfin tous ceux qui se font enregistrer, et puis aussi les migrants économiques. Ça a commencé, il y a eu 2 renvois de 200 puis 150, 124, voilà. Et puis que dans l'autre sens, des Syriens qui seraient expulsés ou renvoyés vers la Turquie puissent être ensuite réinstallés, enfin d'autres Syriens réinstallés vers l'Allemagne et vers l'Europe. Ça aussi, ça a commencé petitement. C'est ça l'esprit de l'accord, envoyer un signal. C'est un accord qui a été dénoncé par l'ONU, par les organisations non gouvernementales, et je vous cite un tweet de Pakermat. Comment l'Europe peut-elle se satisfaire de cet accord honteux? Elle peut s'en satisfaire. Il est honteux, cet accord, ou pas? Oui, il est quand même pas très satisfaisant du point de vue, non pas seulement de la morale, d'ailleurs du point de vue des principes juridiques, puisque les Européens ont ratifié les conventions de Genève qui prévoient qu'un demandeur d'asile doit avoir sa demande examinée, et s'il est un demandeur d'asile, accepter, même si les migrants économiques, eux, et c'est bien le sujet, parce que évidemment le flux est mixte, il n'y a pas que des demandeurs d'asile qui fuient la guerre, eux doivent être renvoyés. Alors du point de vue juridique, il faut notamment s'assurer qu'en Grèce, les renvois qui sont effectués le sont sur une base individuelle, après une procédure où on écoute
des gens, ce qui suppose de les écouter avec des traducteurs, des interprètes, de leur faire valoir leurs droits. Ça marche bien, les fameux hotspots, ces centres, on est censé les accueillir, les ficher, les lister, les inscrire, prendre leurs demandes, etc. Ça marche bien ou c'est du vent, ça ? Un chiffre, le déficit, il faut le dire, dans cette crise, n'était pas qu'un déficit de solidarité, qui est toujours important, c'est un déficit de confiance. Les Européens pensaient, les Allemands, les Autrichiens, d'autres, que les Grecs ne faisaient pas leur travail. C'est un travail très difficile dans un pays qui est très affaibli. Donc un chiffre, le taux d'enregistrement, parce qu'il faut enregistrer les demandeurs d'asile, il faut prendre leur empreinte, même c'est très concret. Il y a 6 mois en Grèce, il était de 10 à 20%, donc il est quand même monté, y compris avec de l'assistance européenne, à 70-80%. Idem en Italie. Donc le déficit de confiance est en train d'être résolu. Et je dirais, c'est l'ironie de l'histoire. Si les choses se passent de manière moins chaotique, y compris si on a un peu écorné les principes, c'est pour cette raison que quelqu'un comme Angela Merkel, qui elle campe sur ces grands principes en disant ils sont les bienvenus, pourra continuer à dire qu'il faut en accueillir des demandeurs d'asile parce que tout sera soit moins chaotique, un peu plus sous contrôle. Et on termine avec un tweet d'Interlude qui résume bien l'ambivalence des auditeurs et de tout le monde. Ces sujets, oui, la crise migratoire est inévitable, c'est malheureux, mais l'Union européenne ne peut pas recevoir tout le monde. C'est honteux de dire ça, mais c'est vrai, voilà, constat, et c'est un peu la quadrature du cercle. Surtout si elle se prend pour Lesbos. Surtout si elle se prend pour Lesbos. Merci Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée.